Bonjour à tous. Mon exposé comportera deux parties. Une partie, on va dire, pour contextualiser la question, et puis une partie plus spécifiquement dédiée au problème de la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires en extra-hospitalier. En fait, finalement, est-ce qu'on a eu raison ou pas raison d'intervenir, c'est-à-dire d'initier des manœuvres de réanimation? Sur quels critères peut-on juger du bien fondé de notre décision? Est-ce qu'effectivement, on a permis de réduire la mortalité, mais pas uniquement en réanimation, bien sûr à l'hôpital et à distance. Et puis pour quels résultats à distance, en termes de statut fonctionnel, de qualité de vie, et éventuellement même de charge pour les aidants, qui est un point qui est rarement exploré dans les études. Pour camper le décor, j'ai repris quelques grandes séries pour regarder la mortalité selon que l'on a plus de 80 ans et moins de 80 ans. Je ne rentre pas dans le détail, mais uniquement pour insister sur un point, c'est en bas de la diapositive, c'est la mortalité à l'hôpital pour les patients qui sont sortis vivants de la réanimation. Globalement, pour les patients de moins de 80 ans, ce delta de mortalité est de l'ordre de 3 à 4%. Pour les patients de plus de 80 ans, ce delta de mortalité est de plus de 10%. C'est-à-dire qu'il y a 10% de malades qui sortent vivants de la réanimation et qui vont mourir à l'hôpital avant de sortir de l'hôpital. Ça doit nous interroger, effectivement, parce qu'on fait, nous, le maximum alors qu'il est en réanimation, et on apprend que, effectivement, malheureusement, le malade est décédé derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'aurait pas dû initier le traitement, on aurait dû le sortir plus tard de la réanimation, ou on aurait peut-être dû le sortir dans une structure plus adaptée à la prise en charge de personnes âgées. C'est un plaidoyer pour les unités de gériatrie aiguë et peut-être pour les unités de surveillance continue. Très clairement, quand on regarde la mortalité en réanimation, il y a une surmortalité avec l'âge. Il y a une relation dose-effet. Plus on augmente en âge, plus la mortalité est importante. Il faut cependant distinguer les malades chirurgicaux des malades médicaux, des malades avec des comorbidités ou sans comorbidité. Si vous prenez la courbe du bas, la chirurgie programmée des malades qui n'ont pas de comorbidité, vous voyez que jusqu'à 80 ans, il n'y a pratiquement pas de surmortalité. Évidemment, on s'adresse à une population qui est sélectionnée. C'est des gens qui ont été sélectionnés par le chirurgien, qui ont été sélectionnés par l'anesthésiste, et pour lesquels on a décidé qu'il y aurait de toute façon un séjour en réanimation en post-opératoire immédiat. Ils ne meurent pas, ces malades, mais ils sont très biaisés. Et si à l'inverse, vous prenez la courbe du haut, c'est-à-dire des malades médicaux qui ont au moins une comorbidité, vous voyez que la mortalité en réanimation, je ne parle pas de la mortalité à distance, elle monte à près de 40%. Deuxièmement, quand on regarde la mortalité à distance, ici dans cette étude récente, pareil, beaucoup de malades, vous voyez que quand on compare en fonction des groupes de malades, en fonction de l'âge, il y a clairement une surmortalité initiale, mais aussi une surmortalité au-delà du premier mois, entre le premier mois et la première année. Et si on prend donc des malades médicaux de plus de 80 ans, vous voyez que si on additionne la mortalité dans le premier mois, la mortalité entre le premier mois et la première année, on arrive à des taux de mortalité de l'ordre de 75%. Donc il y a clairement un effet de l'âge sur la mortalité immédiate et sur la mortalité à distance. Quand on prend maintenant le sous-groupe et on s'approche progressivement de l'arrêt cardiaque, de patients qui ont un état de choc circulatoire, c'est un papier de Daniel De Becker, vous voyez la courbe de mortalité dans le premier mois, en haut à gauche, et les patients de plus de 85 ans en rouge ont à l'évidence une surmortalité dans le premier mois. Et quand on regarde en bas à droite la mortalité à distance, à 6 mois ou à 12 mois, quand on prend le sous-groupe des patients de plus de 85 ans, ils étaient 84 au départ, il en reste 2 de vivants à 1 an. Ça, je passe vite parce qu'Alexandre vous en a parlé. Il y a un autre concept qui est important, c'est le concept de fragilité, ce qu'on appelle les frailty. J'ai beaucoup de mal à trouver une définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai bien aimé ce truc qui est fait par les Canadiens, avec des petits cartoons qui permettent de repérer de quoi on parle quand on parle d'une personne fragile. Et on considère qu'une personne commence à être fragile à partir d'un score 4. Vous voyez, quelqu'un qui marche avec une canne. Et quand on regarde l'impact de cette fragilité sur la mortalité, on voit que en réanimation, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas de flèche. Mais vous voyez qu'on est à 11% de mortalité chez les fragiles versus 10% de mortalité chez les non fragiles. Mais la différence se fait à l'hôpital. Vous voyez qu'à l'hôpital,
on passe à 32% de mortalité chez les patients fragiles versus 16% chez les non fragiles. Donc très clairement, il y a un impact majeur de la fragilité, impact un peu en réanimation, mais surtout à distance. Et quand on regarde la durée de séjour, on en a parlé tout à l'heure, durée de séjour en réanimation, pas une énorme différence, durée de séjour hospitalière majeure. Vous voyez, 30 jours dans le groupe fragile versus 18 jours chez les non fragiles. Et puis les modes de sortie, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes. Ça veut dire que ces éléments doivent être absolument recueillis, ou en tout cas connus, pour éclairer la décision. Il y a un impact à long terme de la fragilité. Clairement, plus vous êtes fragile, plus vous avez une mortalité à distance qui augmente, mais c'est considérable. Est-ce qu'on est capable d'identifier des facteurs de bon ou de mauvais pronostic à distance pour les personnes âgées? Ici, le travail que l'on avait fait avec le protocole IceCube 1, où on avait regardé les facteurs indépendants de pronostic à 6 mois, donc qui, quelque part, quand même, éclairent notre décision. Et on retrouve l'effet de l'âge, quand même. Il y avait des patients qui étaient inclus entre 80 ans et un peu plus de 100 ans. On retrouve l'effet protecteur de la préservation de l'autonomie qui est évalué avec l'échelle ADL de Katz, donc ce que vous a présenté Alexandre tout à l'heure avec les 6 éléments de l'autonomie de la vie quotidienne. À l'inverse des facteurs de mauvais pronostic, le fait d'avoir un cancer. Un élément protecteur, c'est avoir un bon état nutritionnel. Dans l'autre sens, ça veut dire qu'une personne âgée cachectique, c'est un très mauvais pronostic. Donc on peut comme ça, avec quelques éléments, identifier une sous-population de personnes âgées qui, a priori, sont à bon pronostic à distance, c'est-à-dire pas de cancer évolutif, une autonomie relativement préservée et un état nutritionnel relativement préservé. Cependant, dans cette première étude, on n'a pas été capable de montrer un bénéfice de l'admission en réanimation, tout patient âgé confondu. Ça veut dire qu'on se trompe dans les deux sens. Il y a des personnes qui ne sont pas admises en réanimation, qui auraient peut-être pu en bénéficier, perte de chance, ou à l'inverse, des personnes qui sont admises par excès, et ça pourrait s'assimiler à de l'acharnement thérapeutique. Très vite, et ça a été dit, il y a quand même un impact de l'admission en réanimation en termes de dégradation de la fonctionnalité à distance. Ici, c'est un papier sur le sepsis qui montre que en fonction de votre état de base, vous avez une dégradation à distance dans les différentes échelles d'autonomie, qu'elles soient instrumentales ou de la vie quotidienne simple. Et quand on regarde la partie qualité de vie, on voit que chez les personnes, paradoxalement chez les personnes âgées, il y a une qualité de vie, on va dire, psychique qui est relativement préservée, alors même qu'effectivement la qualité de vie physique est plutôt dégradée. Et il y a quand même globalement un impact, il y a beaucoup de papiers sur la qualité de vie d'une hospitalisation en réanimation. C'est pas rien d'être hospitalisé en réanimation. Quand on regarde dans une dynamique médico-économique, le nombre d'années de vie sauvées ajusté sur la qualité, évidemment plus vous êtes âgé, plus ce nombre d'années de vie sauvées est faible, et donc plus les ratios coût-efficacité sont défavorables pour les personnes âgées, ce qui repose la question sociétale de où faut-il mettre le curseur. Alors, l'arrêt cardio-respiratoire, les diapositives suivantes sont essentiellement extraites d'une revue générale qui a été publiée en 2011, et puis je vous ai extrait quelques papiers plus récents. Le premier papier, c'est un papier de 89, donc clairement les choses ont changé. Dans ce papier, on définit les personnes âgées comme ayant plus de 70 ans. Probablement que cette définition doit être revue. On est maintenant plutôt âgé à 80 ans qu'à 70 ans. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'état sous-jacent d'une personne âgée qui fait un arrêt cardiaque n'est pas le même qu'une personne plus jeune. Vous voyez qu'il y a plus d'insuffisance cardiaque quand on compare l'histogramme rayé versus l'histogramme noir. Les malades reçoivent plus de diurétiques, plus de digitaliques, ils ont plus de syndrome d'angine de poitrine. Par contre, il n'y a pas plus d'infarctus du myocarde, mais l'élément déclencheur de l'arrêt cardiaque, c'est beaucoup plus souvent un infarctus aigu du myocarde chez les personnes plus jeunes que chez les personnes plus âgées. Quand on regarde la survie hospitalière de ces patients, il y a une survie hospitalière qui est plus faible chez les personnes âgées versus les personnes non âgées. Et quand c'est un rythme choquable, donc une fibrillation ventriculaire, eh bien, on a un pronostic qui est meilleur, mais ça, évidemment, c'est connu, mais avec toujours un delta, personnes plus âgées versus personnes plus jeunes.
Quand on regarde la courbe actuarielle de survie entre les deux bras, vous voyez que les deux courbes sont à peu près similaires jusqu'à 1 an, ce qui veut dire que le pronostic à court terme d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier dépend essentiellement des conditions de prise en charge et de l'étiologie de l'arrêt cardiaque plus que de la maladie sous-jacente. En revanche, le pronostic à distance renvoie à ce que je vous ai présenté dans la première partie de l'exposé, c'est comment est-ce qu'on peut caractériser une personne âgée en termes d'autonomie, en termes de fragilité. Deuxième papier un peu plus récent, ici on est en 2000, qui retrouve le pronostic d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier avec à gauche le pourcentage de survie en fonction des tranches d'âge. Donc là, il y a quand même à l'évidence un gradient. Vous voyez que quand vous avez fait un arrêt cardiaque dans la tranche d'âge 50-59 ans, c'est 10% de survie à la sortie de l'hôpital, alors que chez les personnes de plus de 80 ans, c'est de 3%. Quand on regarde les facteurs pronostiques de l'arrêt cardiaque, on retrouve l'âge, comme je vous ai dit, et puis les éléments, mais je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas le cœur du topo d'aujourd'hui, c'est le pronostic de l'arrêt cardiaque en général. Eh bien, c'est des choses assez classiques. C'est pas bon de le faire à domicile, c'est bon de le faire devant un témoin, c'est bon en plus quand le témoin il débute les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, c'est mieux d'avoir un rythme choquable et c'est mieux que l'intervention médicalisée soit précoce. Ok, ça c'est vrai pour toutes les catégories d'âge de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Ici, pour les arrêts cardiaques intra-hospitaliers, donc c'est assez particulier les arrêts cardiaques intra-hospitaliers, on avance un peu dans le temps, c'est un papier de 2002, c'est des patients de plus de 80 ans, c'est 11% de sorties vivants, et donc est-ce qu'il faut initier des manœuvres de réanimation pour quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque intra-hospitalier? Dans ce papier, ils disent que si vous initiez ces manœuvres, vous sauverez en gros un malade, tous les 30 malades pour lesquels vous aurez débuté cette réanimation, et que en termes de QALYS, c'est l'équivalent de 100 000 $. Critical Care 2004, des arrêts cardiaques extra-hospitaliers liés à des fibrillations ventriculaires, donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Donc on est dans une sous-population d'arrêts cardiaques. Dans le Minnesota, donc c'est une organisation nord-américaine avec des résultats assez bons, hein, le pourcentage de patients qui arrivent vivants à l'hôpital et le pourcentage de patients sortis vivants sans séquelles neurologiques, ce qui renvoie à la problématique de l'organisation de la prise en charge des arrêts cardiaques en préhospitalier. Et dans ce travail, il montre que là encore, dans les premiers mois, les premières années, il n'y a pas de différence selon les tranches d'âge. Et évidemment, à distance, on retrouve le problème du pronostic des personnes âgées. Et quand on regarde les séquelles de l'arrêt cardiaque évaluées par le short form 36, eh bien, on voit qu'il y a une dégradation chez les personnes âgées de la partie physique, mais là encore, pas de différence sur la partie psychique. Alors, un point qui me paraît important, c'est vous savez, il y a un groupe qui s'intéresse à l'arrêt cardiaque au parc à la HEGP et qui a repris les arrêts cardiaques en Île-de-France. Encore, il faut savoir de quoi on parle. Ici, ils analysent plus de 7000 arrêts cardiaques. Premièrement, il y a plus de 1000 arrêts cardiaques qui ne sont pas de cause cardiaque, qu'ils excluent. Deuxièmement, il y a parmi les 6000 arrêts cardiaques qui restent, il y en a plus de 2000 pour lesquels il est décidé de ne pas débuter en extra-hospitalier de manœuvres de réanimation. Donc on s'intéresse à une sous-population de malades déjà sélectionnée, les 3800. Et quand on regarde les 3800, il faut dissocier ceux qui ont un rythme choquable, en gros un quart, et ceux qui n'ont pas de rythme choquable, 3/4. Ça a un impact évidemment majeur sur la survie. Vous voyez que ceux qui ont un rythme choquable, parmi les 876, il y en a en gros 600 qui vont arriver à l'hôpital vivants, et il y en a 220 qui vont sortir vivants de l'hôpital, alors que quand c'est un rythme non choquable, évidemment, le résultat est beaucoup plus catastrophique. Donc ça, c'est important quand même de contextualiser l'arrêt cardiaque. C'est vrai en général, et c'est particulièrement vrai chez les personnes âgées.
Et quand on analyse un petit peu ce qui est fait, premièrement, on voit que quand on est âgé, les personnes qui n'ont pas d'hypothermie thérapeutique et auxquelles on ne propose pas de coronarographie sont plus âgées. Ce qui va dans le sens de que quand on est plus âgé, on a une intensité thérapeutique qui est plus faible. Et deuxièmement, quand on regarde l'analyse multivariée, eh bien, on retrouve des éléments classiques de pronostic de l'arrêt cardiaque, l'âge ressortant en plus comme un facteur indépendant de mauvais pronostic. Dernier papier qui est le papier de l'équipe de Cochin, qui ont un recrutement très important d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, et donc ils se sont concentrés au sein de leur corps de malades sur 10 ans, chez des patients de plus de 75 ans. Donc on parle de 225 patients arrivés en réanimation à Cochin après un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Donc il y a un groupe de malades, en gros un quart, qui vont avoir un bon pronostic neurologique et 3 quarts qui vont avoir un mauvais pronostic neurologique ou un décès. Et puis pour les patients qui sortent vivants de la réanimation, un suivi à distance. Premièrement, quand on regarde les facteurs pronostiques à court terme, l'âge ne ressort pas comme un facteur indépendant de mauvais pronostic. Et deuxièmement, au passage, et un clin d'œil avec la controverse qu'on a eue hier sur l'hypothermie, où Alain Cariou défendait l'hypothermie, il n'y a pas d'impact de l'hypothermie thérapeutique sur le pronostic. Et puis par contre, on retrouve tous les facteurs classiques de mauvais pronostic après un arrêt cardiaque. C'est quoi les facteurs pronostiques? Il y a un an, à mon avis, c'est ça qui compte. C'est pas au bout de 3 jours, c'est au bout d'un an. Eh bien, on retrouve les choses très très classiques. Ce qui est bon, c'est d'avoir un no-flow court. Ce qui est bon, c'est d'avoir un rythme choquable. Ce qui est bon, c'est d'avoir pas eu trop de noradrénaline et avec une concentration de lactate pas trop élevée. Ok, ça c'est vrai pour tous les patients. Quand on regarde le courbe de survie de ces 225 patients de plus de 75 ans arrivés en réanimation, il y a donc une mortalité initiale qui est considérable et puis une mortalité qui, évidemment, continue au cours du temps, mais encore une fois, on s'adresse à des patients de plus de 75 ans. Quand on compare en bas la courbe de survie des patients qui ont fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier à des patients qui ont des antécédents cardiovasculaires mais qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque, et à des patients qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque et qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, à l'évidence, la courbe de survie n'est pas du tout pareille. Le pronostic fonctionne à la distance, je pense que c'est important de le regarder. Quand on survit relativement bien à la réanimation, eh bien, on survit relativement bien à distance, sauf si on décède. Et donc la conclusion, c'est le pronostic à court terme de l'arrêt cardiaque chez les personnes âgées, c'est le pronostic de l'arrêt cardiaque. Voilà. Hein. On peut faire simple. Et globalement, l'âge n'a pas l'air d'être un facteur discriminant, ou s'il l'est, il n'est pas considérable. Mais évidemment, quand vous êtes récupéré après un arrêt cardiaque, vous faites un séjour en réanimation, éventuellement vous avez hypothermie, vous avez des curas, vous avez ventilation, vous avez et alors à distance? Quelle mortalité à distance? Pour quelle qualité de vie? Quelle autonomie et quelle charge pour les aidants? Je pense que ces éléments, effectivement, doivent être pris en considération dans la décision de débuter un arrêt cardiaque. Je vous rappelle, nous, les facteurs qu'on a identifiés comme de bons pronostics à 6 mois. Ce n'est pas de cancer, donc quelqu'un qui a un cancer évolutif, qui est en chimiothérapie, qui fait un arrêt cardiaque, probablement, ce n'est pas licite de débuter des manœuvres de réanimation. L'état nutritionnel, qui est un point absolument majeur, et l'autonomie préservée. Et nous, on a mis sur l'échelle de CATS, qui est une échelle qui va de 0 à 6, un cut-off à 4, c'est-à-dire une autonomie au moins égale à 4. On est en train de tester avec une étude dont les inclusions sont pratiquement terminées. Si pour ces malades jugés bons candidats à la réanimation, on est capable de montrer un bénéfice de l'admission en réanimation. Je vous remercie.